L'Ukraine a frappé un grand coup au cœur de la Russie. Une cible militaire irremplaçable cachée à seulement 70 km de la frontière a été visée. Christopher n'avait jamais imaginé que cette courte distance deviendrait une zone mortelle pour sa propre armée. Mais il avait tort. C'était la nuit du 22 février 2026. L'opération d'infiltration la plus stratégique et la plus silencieuse de l'histoire de la guerre moderne a commencé. Tout s'est joué à seulement 1 heure de bus, avec un seul drone qui a traversé la frontière et arrêté le temps. Imaginez l'endroit, l'oblast de Koursk, en Russie, un immense dépôt militaire qu'on croyait inaccessible. L'intérieur était rempli de matériel pour alimenter la guerre. Des sources confirment qu'il y avait exactement 10 000 drones FPV sur les étagères. Chacun de ces drones était chargé. Chacun était étiqueté et prêt pour la prochaine attaque. Chacun signifiait une future explosion pour l'Ukraine. Mais ces drones n'accompliront jamais leur mission. Aucun d'eux ne prendra jamais son envol. Aucun ne trouvera jamais de cible. Parce que cette nuit-là, les règles de la guerre ont été réécrites. La 91e brigade d'assaut aérien ukrainienne était en action. Des mois de renseignements ont porté leurs fruits et les opérateurs ont appuyé sur la gâchette. Ce dépôt à Koursk n'était pas un bâtiment ordinaire. C'était le centre logistique le plus critique de la guerre des drones russes. C'était essentiellement le cerveau de cette guerre. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des drones d'attaque. Il y avait des drones de reconnaissance, des stocks de munitions, des stations de contrôle, des antennes et des véhicules légers, le tout sous un même toit. Qu'est-ce que cela signifie ? Dans le passé, ces zones arrières semblaient efficaces et sûres. La distance signifiait l'isolement. La Russie croyait que rien sur son territoire n'était menacé. Mais cette idée fausse a été réduite en cendres pour toujours ce jour-là. Les opérateurs ukrainiens observèrent le dépôt depuis des jours, voire des semaines. Ils enregistraient les mouvements, notèrent les changements de personnel et attendèrent le bon moment. Les heures d'entrée et de sortie, les patrouilles de sécurité, les conditions météorologiques, tout faisait partie d'un plan sans faille. Ce serait la victoire de la patience et de l'intelligence précise. Au moment de l'attaque, des drones FPV contrôlés par fibre optique sont entrés en action. Ces drones résistaient parfaitement au système de guerre électronique russe et aux brouilleurs. Contrairement aux drones radio classiques, ils offraient une communication ininterrompue et secrète, grâce aux câbles à fibre optique. La technologie de la fibre optique permet de contrôler le drone sans émettre de signaux radio. Cela signifiait que les systèmes de guerre électronique massifs étaient complètement désactivés. Les radars russes ne pouvaient pas détecter cette petite cible. Les systèmes de défense aérienne n'ont pas réussi à détecter la menace avant que le drone n'atteigne sa cible. Aucune défense aérienne ne pouvait l'arrêter, du moins pas à temps. Le drone a traversé la frontière silencieusement. La distance géographique n'était plus une protection. Le drone s'est approché de l'entrepôt et s'est glissé par la fenêtre. Sa caméra a enregistré la scène terrifiante à l'intérieur, seconde par seconde. Des étagères pleines de drones, des boîtes de munitions, de l'équipement, tout était organisé, tout était prêt, tout attendait. Mais ce qu'ils attendaient n'était pas une attaque, mais leur propre fin. Les images vidéo montrent le drone se déplaçant à l'intérieur de l'entrepôt. Il a scanné chaque coin, identifié chaque cible. Ce n'était pas une attaque au hasard, mais une annihilation extrêmement précise et calculée. Le drone a identifié ses cibles, puis a explosé. Le résultat fut dévastateur. 10 000 drones FPV ont fondu dans les flammes. Les munitions ont explosé. Les véhicules légers ont été rendus inutilisables. 10 autres pièces d'équipement lourds ont été détruites. La capacité d'attaque de drones de l'armée russe, qui aurait dû durer des mois, a été réduite en cendres en une seule nuit. Il y a quelque chose de froid et de stratégique dans cette destruction. 10 000 missions n'auront jamais lieu. 10 000 attaques potentielles ne poursuivront jamais de véhicules et ne plongeront jamais dans des abris. L'histoire de la guerre se définit non seulement par les armes utilisées, mais aussi par les armes qui n'ont jamais été utilisées. Et dans cette opération, il y avait 10 000 armes qui ne seraient jamais utilisées. Pensez-vous que c'était juste une opération chanceuse ? Absolument pas. Cela fait partie d'une stratégie beaucoup plus large et interconnectée. Ce désastre à Koursk n'était pas inattendu. En fait, revenons une semaine en arrière avant cette attaque. La nuit du 9 février 2026, les forces ukrainiennes ont visé un dépôt de conteneurs dans la région de Rostov. Selon les médias, à l'intérieur se trouvaient 6 000 drones FPV qui étaient également préparés pour être déployés sur le front ukrainien. Les conteneurs étaient remplis de composants de drones. À la suite de l'attaque, ces 6 000 drones ont également été rendus inutilisables. De plus, un centre de commandement d'une unité aéroportée russe près de la ville de Sudza a aussi été touché. L'attaque à Rostov était en fait une sorte de préparation préliminaire pour l'opération de Koursk. Même tactique, même précision, même impact.
Maintenant, faisons le calcul. 6 000 à Rostov, 10 000 à Koursk. Un total de 16 000 drones FPV détruits en peu de temps. Ce n'est pas juste un chiffre, les amis. Cela signifie que 16 000 attaques ont été éliminées. 16 000 missions de chasse aux chars, de raids sur les abris et de poursuites de camions de ravitaillement. Maintenant, ces dizaines de milliers de missions spéciales ont disparu. Le rôle des drones FPV dans la guerre est vital. Ce ne sont pas des armes tape à l'œil. Ils ne rugissent pas, ils bourdonnent simplement. Mais ils chassent les chars, plongent dans les tranchées et poursuivent les camions sur les routes de terre. Ils sont assez bon marché pour être perdus, mais assez critiques pour compter. La Russie dépendait fortement de ces drones. Il voulait une production de masse, un déploiement rapide et une pression constante. Chaque drone nécessite un pilote, un opérateur, un plan. 16 000 drones signifient des milliers d'heures d'entraînement, des millions de dollars d'investissement et des mois de préparation. Tout cela a disparu en quelques semaines seulement. C'est ainsi que l'Ukraine a systématiquement ciblé la chaîne logistique de la Russie. Les mouvements de l'Ukraine ne se sont pas limités aux entrepôts. Les guerres ne se gagnent pas seulement sur les lignes de front, elles se gagnent dans les cheminées d'usines et sur les lignes de production. Oh, et l'industrie de défense russe est maintenant aussi dans le collimateur. Selon les rapports militaires, la nuit du 17 février 2026, des drones ukrainiens ont frappé l'usine chimique Metafrax dans la région de Perm. Cette usine n'était pas un endroit ordinaire. Elle produisait du méthanol, du formol et de la résine synthétique. En d'autres termes, ces produits étaient directement utilisés dans la fabrication d'explosifs et de missiles. Lors de l'opération, la colonne de distillation a été touchée et la production s'est arrêtée. Ce n'était pas juste une tour isolée, mais le centre de tout le cycle de production. Le méthanol brut était purifié et raffiné dans cette unité. Les dommages à un tel composant entraînent généralement l'arrêt immédiat du processus technologique, car l'unité fonctionne sous haute pression et température. De plus, ce n'était pas la première attaque sur cette usine, elle avait aussi été visée en septembre 2025. La paralysie du groupe Metafrax montre que le complexe militaro-industriel russe n'est plus en sécurité, même chez lui. Cependant, ces opérations sur les entrepôts et les usines ne sont qu'une partie du tableau général de la guerre. La 4e année de la guerre est remplie de succès historiques qui ont réécrit les doctrines militaires pour l'Ukraine. L'observateur militaire et politique Mark fait une remarque frappante. Mark a déclaré « Les forces armées ukrainiennes ont fait quelque chose d'inédit dans l'histoire. » Et il a absolument raison. Cette guerre est pleine de premières fois uniques en termes de tactique et de technologie. Les doctrines militaires traditionnelles se sont littéralement effondrées face aux nouvelles technologies. Pour la première fois, un hélicoptère a été abattu avec un système de missiles anti-chars. Pour la première fois, un missile anti-char a été utilisé pour détruire un bateau. Chasser des sous-marins avec des missiles air-surface n'avait même jamais été envisagé auparavant. Mais pour la première fois, un sous-marin russe a été détruit par un missile de croisière air-surface. Et pour la première fois, en 40 ans de conflit, le navire amiral de toute une flotte, le croiseur Moskva, a été détruit. Et est-ce fini ? Bien sûr que non. La suprématie dans la mer Noire est désormais entièrement entre les mains de l'Ukraine. Les drones navals ukrainiens ont largement détruit la partie prête au combat de la flotte russe. La Russie a été forcée d'évacuer sa propre marine de Sébastopol vers Novorossiysk. Mais même ces baies ne peuvent pas les sauver. Même un sous-marin dans la baie de Novorossiysk a été touché par un drone ukrainien. Maintenant, à Novorossiysk, le maximum que la Russie puisse faire est de lancer des missiles calibrés sur l'Ukraine et de retourner immédiatement dans la baie. Mais c'est futile, car l'Ukraine peut aussi aller là-bas. Et qu'en est-il des opérations spéciales ? La légendaire opération Toile d'araignée, qui a eu lieu le 1er juin 2025, est unique dans l'histoire militaire mondiale. Personne au monde n'a jamais mené une telle opération. Des dizaines de bombardiers stratégiques à longue portée appartenant à l'aviation nucléaire russe ont été détruits ou gravement endommagés alors qu'ils étaient encore au sol. Les dommages sont estimés à 7 milliards de dollars. Cette composante, qui terrorisait les villes ukrainiennes avec des missiles, a été largement désarmée. Nous ne devons pas oublier l'opération du pont de Kertch, qui a été un coup écrasant pour la réputation de la Russie en 2022. Ce pont, symbole de l'occupation de la Crimée, s'est révélé sans défense. Nous aimerions voir une répétition spectaculaire, mais même dans son état actuel, c'était définitivement un coup dur pour la Russie. Alors, quelle est la situation réelle de l'armée russe sur le front tout au long de ce processus ? Soyons témoins d'un effondrement terrible de l'efficacité. Qu'utilise maintenant la 2e plus grande armée du monde, qui est arrivée en 2022 avec des chars, des véhicules blindés et des avions stratégiques ? Les déclarations de Mark résument la situation. Ce sont des soldats qui n'ont jamais vu de bombardement, non entraînés, inexpérimentés, mobilisés de force. Savez-vous ce qu'ils ont sous eux ?
Des vieux fourgons, des vieilles voitures, des motos et même des trottinettes électriques. Et nous ne plaisantons pas. Selon les médias mondiaux, les soldats russes utilisent aussi des chevaux et des ânes. Ce n'est pas une anecdote. C'est un fait vérifié. Alors que nous entrons dans la 5e année de la guerre, les colonnes blindées ont laissé place à une cavalerie de motos et une armée qui ne se déplace qu'avec de vieux véhicules. Il y a un équivalent mathématique à ce déclin. Regardez bien les chiffres. En 2022, la Russie a saisi plus de 64 000 km de territoire ukrainien. En 2024, ce chiffre avait chuté à seulement 3 700 ou 3 800 km. En 2025, ce n'était que 4 300 km. En d'autres termes, le rythme de capture de territoire a diminué de 17 à 18 fois par rapport au début de la guerre. Que pensez-vous qu'il soit arrivé au nombre de troupes russes pendant la même période ? Il a presque quadruplé. La force d'occupation, qui a commencé avec 180 000 personnes en 2022, a atteint 715 000 à la fin de 2025. Plus de soldats, beaucoup moins de résultats et plus de pertes. En 2022, la Russie a subi plus de 93 000 pertes. En 2025, ce nombre dépassait 410 000. Les pertes ont plus que quadruplé. C'est une tendance insoutenable. Chaque nouvelle mobilisation signifie plus de soldats non entraînés. Chaque nouvelle attaque signifie plus de pertes. Ainsi, la Russie jette ses propres soldats dans un cercle de feu inextinguible, alors qu'ils n'ont pas réussi à obtenir de résultats sur le front. En 2024, ils ont essayé une nouvelle tactique pour intimider les Ukrainiens en les attaquant par derrière avec des missiles et des drones kamikazes. Mais ils ont échoué. Ils n'ont pas pu briser les Ukrainiens. Au contraire, la situation s'est inversée. Des essaims de drones kamikazes ont commencé à arriver en Russie. Les villes de Belgorod, Briansk et Orel ont subi des coupures de courant. La guerre s'est déplacée sur le sol russe. Et au milieu de tout ce chaos, pendant que ce dépôt brûlait à Koursk, quelque chose de plus silencieux se passait dans le sud. Pas de gros titres dramatiques, pas d'images virales, juste du mouvement. Les renseignements open source ont confirmé que plus de 400 km de territoire ont été repris le long de l'axe Oleksandrevka dans le sud. 8 colonies ont été reprises. 400 km peuvent ne pas sembler être une vague énorme. Ce n'est pas une guerre éclair, c'est autre chose. Une pression appliquée avec patience. Pour autant que nous le sachions, les brigades russes étaient là depuis des mois, en particulier près de Zaporijjia, gagnant du terrain. Elles poussaient, sondaient, essayaient d'ouvrir le terrain découvert. L'Ukraine n'a pas répondu au hasard partout. Elle a répondu là où c'était nécessaire. Les lignes de communication ont été coupées. Le soutien des drones a diminué. La logistique s'est effondrée. Et quand le moment était venu, quand les forces russes étaient dispersées et les lignes de ravitaillement usées, les parachutistes ukrainiens sont intervenus. Ils ont simplement avancé et repris ce qui leur appartenait. Pendant la même période, le commandant en chef de l'Ukraine, Daniel, a personnellement visité les troupes dans le secteur avant que les gains du Sud ne soient annoncés au public. Les commandants n'apparaissent pas par hasard, ils apparaissent quand quelque chose change. Daniel a dû le sentir. Un moment où la pression et l'opportunité convergeaient. Rappelez-vous, les guerres ne changent généralement pas en un jour. Ici, un dépôt est détruit. Là, une ligne de ravitaillement a été coupée. Quelques centaines de kilomètres carrés ont été repris. Chaque événement semble isolé, mais ensemble, ils forment un modèle massif. C'est ainsi que l'Ukraine a récupéré le territoire qui a coûté à la Russie du temps, de la main-d'œuvre et de l'équipement. Il suffit de regarder les pertes russes quotidiennes le 22 février pour voir cette usure. L'état-major a rapporté que les éléments suivants ont été détruits en une journée. 9 chars, 6 véhicules de combat blindés, un système de lance-roquettes multiples, 40 et un système d'artillerie. 1075 drones tactiques, 205 véhicules et dépôts de carburant. Et rappelez-vous, cette liste de routines quotidiennes n'inclut même pas les 10 000 drones à Koursk. De plus, le mouvement partisan est aussi actif à l'intérieur, menant des sabotages. Les zones arrières de la Russie sont maintenant assiégées dans tous les sens du terme. Alors, que se passe-t-il maintenant ? Au début de la guerre, aucun analyste occidental n'aurait pu imaginer une longue guerre entre l'Ukraine et la Russie. 4 ans plus tard, la situation a complètement changé. Où sont les chars russes ? Où sont les véhicules de combat blindés ? Ils ont soit été détruits, soit sont inutilisables. Or, la Russie a définitivement régressé de manière significative au cours de ces 4 années. L'Ukraine, en revanche, devient plus forte chaque jour. Elle gagne plus d'expérience. Les forces ukrainiennes, qui ont vaincu 2 bataillons de l'OTAN lors d'exercices, sont maintenant l'une des armées les plus expérimentées au monde. C'était en fait une bonne chose pour l'OTAN que ce ne soit qu'un exercice. Le rapport du Conseil de l'Atlantique prédit 5 scénarios d'attaque possibles pour les futurs mouvements de Christopher. Mais soyons réalistes.
Avec la perte de 10 000 drones, de 6 000 autres drones, la destruction d'avions stratégiques et les pertes de la flotte, qu'est-ce que Christopher va utiliser pour attaquer l'Europe? Une infanterie montée sur des ânes? La fin de la guerre n'est peut-être pas encore en vue. Mais la tendance est claire. La Russie perd lentement mais sûrement. Chaque jour, un peu plus de terre est perdue, un peu plus de pertes sont subies, et un peu plus de dépôts brûlent. Ramenez cette image dramatique du début de notre vidéo à votre esprit, car cette image n'est pas juste un instantané d'une journée, mais un miroir du cours de cette guerre dans sa 5e année. La Russie, qui a fait des avancées massives en 2022, est maintenant incapable d'avancer malgré des centaines de milliers de soldats. Les pertes sont énormes. Christopher jette son armée dans le feu, et ce feu ne s'éteint pas. Ce n'est pas une guerre, c'est une spirale de destruction. Nous continuons à penser à la logistique. Bon, même si ce n'est pas le mot le plus dramatique du monde, les guerres ne s'effondrent pas à cause d'une seule bataille. Quand les chaînes d'approvisionnement vacillent, quand les entrepôts disparaissent, quand ce flux constant de l'usine au front est coupé, la guerre s'effondre. Cette attaque à Koursk ne concernait pas seulement les drones, elle concernait la stabilité. La Russie a besoin de zones arrière stables. Mais si les entrepôts de la Russie sont sans défense, cette stabilité n'existe plus. Les 10 000 drones à Koursk, les 6 000 drones à Rostov, l'arrêt de la production à Metafrax, les pertes de sous-marins en mer Noire, la destruction des bombardiers stratégiques, ce ne sont pas des incidents séparés. Ce sont les éléments d'une stratégie, et cette stratégie étouffe lentement la Russie. Le temps presse. Alors la 4e année de la guerre a été l'année de l'Ukraine, et la 5e année s'annonce beaucoup plus dure pour la Russie, car aucune distance n'est plus sûre, aucun dépôt n'est intouchable. En bref, l'Ukraine a amené la guerre à l'arrière de la Russie. Et là, chaque jour, un nouvel entrepôt brûle. Une nouvelle usine ferme. Des milliers de nouveaux drones ne verront jamais l'action. Les futures attaques de Christopher fondent sur les étagères. Et ce soir, dans un autre entrepôt qui semblait autrefois intouchable, un soldat russe regarde probablement le plafond, se demandant si la distance signifie encore la sécurité. On n'a plus cette impression. Le feu à Koursk brûle peut-être encore, mais son impact se propage loin. Le silence de 16 000 armes, la disparition de 16 000 attaques. C'est le nouveau langage de la guerre moderne, et l'Ukraine parle ce langage très couramment. Cette nation, qui fait des pas vers la victoire, donne au monde une leçon de technologie, de stratégie et de résilience. Qu'en pensez-vous? N'oubliez pas de partager vos commentaires sous la vidéo, présentée par TGN. Merci de nous avoir choisis.